On va recommencer. Comme vous voyez, on a trouvé faut que je dise, de membres fantômes de ce panel. Je pense que cette méthode, les panels, c'est une méthode très efficace d'éviter le spotlight sur un artiste, ce discours de génie, quoi, tout ça, parce qu'on a déjà les collectifs et on cherche à trouver des réponses collectivement, je dirais. Ouais. Bon, dans la première session, on a parlé de fabulation collective. Oh, il faut que je fasse une introduction. Bon. Maintenant, nous avons Kader, que vous connaissez, parce que vous êtes chez lui, alors... chez nous. Et on a encore Ravi Sundaram, que vous avez vu hier. Il a parlé hier soir. Ravi est de Delhi, en Inde. Bon. Alors, on a parlé dans les premières sessions de fabulation collective. Et même pendant ces journées, on a étendu... On a parlé je disais avant des masques, mais il y avait le discours de Bernd Scherer. Bernd est toujours ici, je ne sais pas. Il a parlé d'un espèce de spectrum de fabulation des créatures fantastiques que l'humanité confabule, ça se dit, confabule pour enfin, dans les temps de crise, comme ça, pour aider à trouver des réponses à la crise. Et je dis que alors Bernd, il a parlé d'un spectrum de ces confabulations comme des monstres, des hybridisations des anges, des dieux, etc., etc. Je tourne vers Kader. J'avais dans ton œuvre, on trouve il y a les images des gens avec des blessures très très graves, avec des cicatrices, et tout ça. Je veux demander si ces pauvres gens-là qu'on voit dans tes images, s'ils appartiennent eux-mêmes à cet spectrum qui va de monstres jusqu'à anges, etc., qui sont là pour aider l'humanité à échapper une crise. Parce qu'il me semble que ton travail est un travail qui s'occupe de la crise. Et tu parles toujours de réparation. Alors, si tes images appartiennent à ce spectrum dont il a parlé. Alors, c'est une question très intéressante, je te remercie, et surtout à la lumière de la réparation, parce que finalement, il est impossible de concevoir la réparation sans la blessure. C'est impossible. Vous pouvez fermer vos yeux, penser réparation, la blessure est toujours quelque part. Ce sont deux choses qu'on ne peut séparer, en fait. La réparation est un oxymore, en fait. C'est cette chose qui incarne son contraire, en fait. De là à parler à la place des personnes que j'ai filmées, là c'est plus délicat, parce que sur ce film, notamment Réfléchir à la mémoire, j'ai travaillé avec des amputés. Oui. Donc si vous voulez, il y a différentes approches. Alors, il y a une approche, par exemple, qui a été plus facile, et d'ailleurs, je le salue à cette occasion, je sais qu'il viendra mixer ici, à la Colonie. C'est un vieux copain, un DJ,
de Electronic Indie Music, DJ Sundar, que déjà, avant son accident, il venait mixer dans des événements que j'organisais. Donc il a perdu un bras en fait ici, dans le métro, un soir, une soirée qui s'est très mal terminée. Et c'est avec lui, si tu veux, que j'ai commencé à prendre conscience de ce phénomène absolument incroyable qui est le membre fantôme. Puisque Sundar, qui est quelqu'un de très, il est comme moi là-dessus, nous sommes très anti-médicaments, anti-prophylaxie chimique. Il a toujours refusé les psychotropes et la médecine, enfin les médicaments que lui prescrivaient les neurologues pour justement calmer ce fantôme, ce membre fantôme. Alors, petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas, le membre fantôme pour les personnes amputées, c'est un ressenti très fort du membre qui est toujours là. Certaines personnes se lèvent la nuit en pensant « je vais les retrouver ». Et puis, la triste réalité. Mais le membre fantôme, comme le dit le chirurgien Maurice Mimoun, qui est d'ailleurs dans le film, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en allemand, auf Deutsch, on dit Phantomschmerzen, la douleur fantôme. Ah oui. Le membre fantôme, c'est surtout une douleur. Ouais. C'est une douleur modérée, une douleur soutenue, voire insupportable. Donc quand Sundar a refusé justement de prendre cette prophylaxie, il a été vraiment très intéressant pour mes recherches parce que je crois qu'on était là d'ailleurs il y a un an ou deux et il me disait, je lui parlais des rencontres que j'avais eues avec des chirurgiens sur ce ressenti. Et lui il me disait, mais Kader, moi je l'ai ressenti pendant 10 ans le membre fantôme. Puisque la quasi-totalité des chirurgiens me disent non, ça part au bout d'un mois. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est avec l'aide d'une chimiothérapie, enfin d'une prophylaxie médicale très très forte. Alors, là, on est confronté encore une fois à cette question du déni et de la difficulté qu'ont les civilisations, particulièrement occidentales, postmodernes, avec le fait d'admettre les blessures. Je crois que ce que j'ai développé en fait à travers la réparation et qui effectivement croise à un moment de notre histoire tous ces millions en fait d'ailleurs d'objets apportés des cultures non occidentales par les anthropologues, par les ethnologues, qui ont été ces objets cassés, réparés dans leur village traditionnel, mais jamais montrés, voire certains anthropologues à Munich par exemple ou en Belgique considéraient que ces objets étaient impurs. Donc ces objets qui m'intéressaient parce que cassés et réparés dans leur contexte original, montraient inévitablement comment la blessure, dans certaines cultures traditionnelles, donc non modernes, était célébrée en fait. Par exemple, une calabash réparée elle n'était pas seulement réparée avec un système d'agrafe, l'ingéniosité développée par le réparateur faisait que parfois on avait un tressage absolument sublime, de l'ordre du macramé, ou même des choses extrêmement complexes parfois, qui donnait vraiment manifestement à cette réparation une forme esthétique qui nous parlait de quelque chose. Ce qui m'a intéressé, c'est que, de manière assez étonnante, le moment dans l'histoire de l'Europe et donc de la modernité occidentale qui, à la fois, incarne cette complexité qu'on doit comprendre à travers la réparation et si vous voulez, ce que je viens d'évoquer, sur lequel je vais revenir, le déni de la blessure, la difficulté que dans la modernité, nous avons tous été formatés dans ce déni de la blessure, la difficulté que nous avons à vivre avec les blessures, c'est qu'au même moment, vous avez ces objets qui incarnent, qui subliment, qui célèbrent la blessure, et de l'autre côté, pendant la Première Guerre mondiale, un contraste extrêmement violent de deux situations, des techniques de bataille totalement classiques, avec des charges qui rappellent celles du 19e siècle, des uniformes, par exemple, qui n'étaient pas du tout adaptés. L'uniforme de l'armée française, au début, c'était un pantalon rouge avec une veste bleue. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de tirailleurs sénégalais qui étaient envoyés au front mouraient, parce qu'ils étaient des cibles parfaites. Enfin, un contexte où il y avait un tel contraste entre si vous voulez, cet aspect classique de cette guerre et la puissance moderne, prométhéenne, j'ai envie de dire, mais moderne, des armes. Les conséquences de cela, c'est que le chiffre actuel, c'est 6,5 millions de soldats qui rentrent chez eux avec le visage qu'on appelait ici en France les gueules cassées, mais en fait avec le visage blessé, avec des blessures inimaginables. Alors vous ne pouvez pas mieux imaginer, pour illustrer votre exemple du spectre, du monstre, que les gueules cassées. Parce que les gueules cassées, en fait, ils vont illustrer pendant 4 ans de guerre à la fois ce rapport du spectre et de la monstruosité, mais aussi
un challenge absolument incroyable pour les sciences de tous les pays, les Américains, tous les pays impliqués dans la guerre, les Allemands, les Français, les Belges, comme celui qui, à mon sens, est sans doute le plus polarisant et celui qui se situe au pôle opposé de cette réparation traditionnelle dont je parlais tout à l'heure, puisque le but de cette réparation est surtout la disparition de la blessure. C'est-à-dire qu'en fait, les sciences modernes, les chirurgiens modernes, alors qu'au départ, les visages des soldats sont réparés de manière, et c'est ce que je montre dans le projet Documenta, très brutale, hein, d'ailleurs par des femmes essentiellement, hein, comme puisqu'on envoyait sur le front les tirailleurs sénégalais et les jeunes infirmières, ça il faut quand même le dire, et notamment je pense que la plus célèbre d'entre elles, c'est Suzanne Noël, qui a travaillé avec le professeur Hippolyte Morestin. Donc ces femmes, ces jeunes filles, réparées au milieu du champ de bataille, sous les obus, des types qui avaient des gueules éclatées, en les recousant en fait. Et ce qui m'a intéressé, c'est que là on est au début de la Première Guerre mondiale, notamment pendant la bataille de la Marne et les batailles les plus violentes. On est face à des situations tellement extrêmes que les techniques de réparation sont équivalentes à celles qu'on a dans les sociétés traditionnelles pauvres, sans moyens. On répare avec un fil de fer, on fait ce qu'on peut. Mais au fur et à mesure que la guerre évolue, une guerre de 4 ans c'est très long, surtout à l'époque, dans ce que j'ai découvert dans mes recherches à Francfort Historisch Museum ou ici à l'hôpital du Val-de-Grâce, c'est qu'en fait, les images montrent très bien comment la réparation de tous ces chirurgiens va petit à petit tendre vers ce que j'appelle le mythe du parfait. C'est-à-dire que les visages ne seront plus des espèces de formes qui ressemblent à des calebaches, donc ces monstres, mais on va tout faire pour revenir à l'état original. Oui. Et cette idée, ce fantasme moderne du retour à l'état original, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai pris ces deux éléments physiques pour pouvoir construire tout mon projet sur la réparation d'un point de vue métaphorique et qui va tirer, en tout cas déployer des ramifications vers le droit, vers les sciences, vers l'épistémologie, vers la physique quantique, un rapport avec les trous noirs. La conférence d'hier soir était très intéressante à ce sujet. Donc, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de comprendre comment, pour répondre à cette question sur la question des spectres et des monstres, est-ce que finalement les monstres font partie des crises ? D'une part, en tant que plasticien, travaillant avec des personnes qui ont eu des blessures très violentes, évidemment, je ne me permettrai jamais de leur donner cette identité. Hein. Là aussi, je me réfère à la conférence d'hier où il expliquait très clairement, François, que l'identité, c'est l'État qui la donne. Ce n'est pas une chose subjective. Donc on ne peut pas dire « tu es un monstre », puisqu'on se positionne à la place du pouvoir. Mais par contre, là où je dois dire que je suis assez d'accord et assez intéressé par cette question, c'est que finalement, je crois que l'art est plus que l'artiste ou l'art en tant que tel, mais l'œuvre d'art en fait. Je crois que l'œuvre d'art est un spectre. Je crois que l'œuvre d'art apparaît à un moment donné, à un instant T, et cet instant nous dépasse tous en fait, et d'ailleurs surtout aux artistes. Je crois que l'artiste, c'est le prisme à travers lequel des choses métaphysiques qui relèvent de cet univers extrêmement complexe s'expriment, et parfois, pas tout le temps, font coïncider en un point T, en un instant T, tellement de paramètres que ça devient le spectre d'une époque. Le Requiem de Faurest, c'est ça pour moi. Il annonce la Première Guerre mondiale. Vous voyez ? Et là, je parle de musique d'ailleurs, je ne parle pas d'art plastique. Donc, je crois que cette histoire de spectre, elle est vraiment intéressante parce que la métaphore que j'ai fait dans ce film, Réfléchir la mémoire, entre la perte d'un membre physique, hein, d'un traumatisme individuel, et le traumatisme collectif, elle s'est construite toute seule sur un facteur très simple. C'est que la quasi-totalité, encore une fois, Phantomschmerzen, la quasi-totalité des personnes amputées ou des historiens qui travaillent sur la colonisation, sur l'esclavage, sur les génocides, la quasi-totalité réagit sur ce dénominateur commun qui est la douleur, en fait. Et c'est pour cela que le film se termine sur l'extrêmement complexe question du deuil. En parlant de spectre, je pense même que, quand je disais tout à l'heure, ces blessures qui font partie en fait de la psyché de toutes les sociétés, et que la modernité, dans son obsession du contrôle de tout, jusqu'à être capable de réparer une chose et de lui redonner sa forme initiale, nous a formatés tous dans une forme de déni. Et ce déni, à mon avis, il régit notre rapport au deuil aussi. Au deuil individuel, au deuil de nos amis, au deuil de nos parents, mais aussi au deuil de l'histoire. Voilà. Oui. Ah, merci beaucoup.
Oui, dans la première session, on a parlé de la masque, comme l'utilisation de la masque comme une mode d'aller outre cette idée colonisée du présent. C'est-à-dire parce qu'il y a plusieurs niveaux de représentation, même personnalité, quoi. Je voulais demander si ces réparations, alors, ils préparent des masques. Ce sont des masques ou non? Alors, quel type de masque? Parce que le masque m'intéresse beaucoup parce que très souvent, ce qu'on croit être un masque n'est pas un masque, en fait. Oui. Bon. C'est un objet incomplet, déjà. Oui. Quel type de masque? Oui, on a vu des masques dans les premières sessions, des masques pour faire une rituel. Ah, d'accord, voilà, oui. Les masques, oui, moi je pense que les masques sont des réparations, mais je pense que tout est une réparation. Je pense que l'univers est régi par une succession infinie de réparations. Avant d'être un élément qui contient du liquide, ce verre était une corne. Avant d'être une corne, il a été une feuille qu'un être a observée et qui a accumulé l'eau de pluie. C'est Michel Foucault qui l'explique très bien dans Les mots et les choses. Les choses sont régies par une évolution et une réparation constante, en fait. Donc, si vous voulez, la question du masque, bon, évidemment, elle m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, je vais faire un petit parallèle qui est pas commun, en fait, parce que moi, je connais très, très bien certaines régions d'Afrique, notamment le Mali et très bien le Congo, puisque j'ai vécu 4 ans à Brazzaville. Il y a une chose qui m'intéresse depuis quelques années et que j'ai envie de partager avec vous ici. C'est l'extraordinaire richesse et, alors pour le coup, complexité des masques de l'Himalaya et du Népal, en fait. Parce que on est en face de... C'est dommage, j'en ai plein dans mon téléphone, je pourrais vous les montrer la prochaine fois, des photographies. On est en face d'objets dont on ne sait rien, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une écriture qui a été faite, à mon avis, très spéculative sur les arts primitifs, ou en tout cas d'Afrique, les arts anciens d'Afrique, hein, j'aime pas ce mot ni premier ni primitif, donc les arts anciens d'Afrique, qui est parfois vrai, mais qui est surtout aujourd'hui fausse. Hein. Je crois que j'aime beaucoup cette citation de John Pfeffer qui explique que finalement les objets qui sont dans les musées d'ethnologie occidentaux aujourd'hui, les masques d'Afrique, ne sont ni africains et encore moins occidentaux. Ils sont une diaspora qui flotte, hein, comme dirait Glissant justement, dans une sorte d'eau, et qui a droit à son opacité, pour citer Glissant. Mais ce qui est très important, c'est que à chaque fois que vous allez, en tout cas c'est mon cas, je ne regarde plus les cartels dans les musées d'ethnologie, après je finis plus les expos. Mais pendant des années, j'ai lu des choses qui disaient, alors ça c'est un objet qui est utilisé pour la circoncision, l'enfant à l'âge de 12 ans, on lui met ce masque, etc. Qu'est-ce que vous en savez? Mais comment peut-on spéculer à travers le temps sur un objet qui se trouve là et qui a été apporté à travers une période, enfin, dans un contexte colonial? Et enfin, qui plus est, cet objet, le petit bout de bois qu'on a, n'est pas le masque. Le masque, c'est toute la parure de plumes ou de feuilles qu'il y a autour, et c'est surtout la poussière quand il danse. Donc, j'ai commencé à me détourner vers l'Himalaya parce que j'ai découvert qu'il y avait des masques avec une esthétique extrêmement forte qui venaient de vallées totalement isolées, au Népal aussi, et qui n'avaient jamais été accessibles autre que par cheval. Certains chamans ont fait eux-mêmes leurs masques et ils ont utilisé ces masques dans des rituels. Mais on ne sait absolument rien de cette cosmogonie, en fait. On sait très peu de choses. Et ça m'intéresse beaucoup parce que je crois que pour répondre à votre question sur les spectres et les masques, c'est que là aussi, notre esprit est tellement empreint de certitude qu'on cherche toujours à avoir une explication pour contrôler cette chose que l'on regarde. On n'accepte pas de perdre pied, en fait. On n'accepte pas de se dire « je ne sais pas ». Il n'y a pas d'Antonin Artaud numéro 2. Hein. Ça nous manque, ça, ce rapport à la transe, ce rapport à la perdre pied, en fait. Et donc, c'est pour ça que la question du masque, pour moi, elle est surtout... elle déclenche, en tout cas,
l'important, enfin, la nécessité de pouvoir revenir à cette distance, à cette notion de distance avec justement cette notion de masque, de rituel, de ce que faisait-il, pourquoi. Moi, quand je vois parfois des enfants le jour de Mardi Gras ou je sais pas, et en randonnion sortir de l'école avec et chacun a un masque qu'il a fait lui-même, avec une assiette en carton, il a troué, il a mis 3 plumes et une nouille ou un crayon. Mais je suis émerveillé. Parce que c'est ça qu'on doit regarder au lieu d'aller essayer de lire le cartel du masque Bamileke qui vous dit alors ça c'est un masque qui est utilisé à telle saison. Parce qu'il y a une dimension qu'on ne saura jamais. Et ce non-savoir est nécessaire au savoir, j'ai presque envie de dire. C'est pour ça que les spectres, c'est une question intéressante parce qu'à mon avis, les spectres hantent et ont toujours hanté la psyché des peuples. Et on ne peut que être attentif en fait à leur apparition soudaine parce qu'ils sont je dirais, ils rythment en fait. Ils rythment quelque chose qui nous dépasse. Mais de là à en donner une explication rationnelle, je pense que c'est perdu d'avance. Merci beaucoup. Bon. Vous, Marco, toi, Marco, tu étais ici, tu participais dans les conversations des masques avant. Oui. Tu as quelque chose à ajouter à ces questions avec Kader? Oh, pardon. C'est toujours ce problème-là. Il y a juste... Il est éteint, peut-être? Non, il marche. Il marche? Non? Oui? Non. Il y a quelque chose, en fait, simplement qui me paraît intéressant dans cette idée de masque, et que, en fait, c'est un peu une obsession pour moi. Mais moi, je travaille essentiellement... Je me concentre aux sources. En fait, les pratiques, et ce qui m'intéresse, en fait, ce qui m'interpelle des masques, c'est que, en fait, elles sont capables de convoquer des puissances et des pouvoirs d'agir qui ne sont pas là avant. Et donc, cette idée que le masque fait faire quelque chose et rend puissant, c'est quand même super intéressant, parce que ce n'est pas seulement des rituels. Mais bon, tous les super-héros de Marvel font la même chose. C'est-à-dire c'est quelque chose de très présent culturellement, c'est-à-dire que le masque ouvre à une forme d'agentivité et d'action très forte. Et que c'est peut-être par là que passe la transformation. Et je pense que voilà, c'est d'autant plus intéressant que cette transformation-là, parfois, elle prend la forme de réparation. Et oui. Voilà. Il y a de toute façon... Non, mais encore une fois, je pense que même le geste, si vous voulez, de mettre le masque, quoi. C'est... Il y a un masque qui est très intéressant qu'on trouve aussi au Népal et chez les Makondé du Mozambique, c'est un masque de femme enceinte, en fait. En fait, donc c'est un ventre avec 2 seins. Et chez les Makondé, en fait, le mari danse avec ce masque pour porter chance à la grossesse, en fait. Et donc c'est vraiment dommage. J'ai cette photo ici de ce masque népalais. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le masque népalais, lui, il est en laiton. Il est aussi un masque de poitrine. Il est aussi un masque... voilà, il est là. Il est aussi un masque de poitrine, comme vous pouvez voir. Donc, voilà, enjoy. Vous ne le verrez pas. Ouais. Et en fait, ce qui est assez intéressant, là, pour le coup, c'est ces échos absolument, puisqu'on parle de spectre, ces échos, et je crois que j'invente rien, c'est Claude Lévi-Strauss qui expliquait que les cultures qui ne s'étaient jamais rencontrées, parfois développaient les mêmes choses, en fait. C'est qu'on parle d'une culture donc, complètement isolée donc, au Népal et une autre, Makondé, donc Afrique de l'Est, et qui vont aussi développer quasiment le même type d'objet. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Pour moi, c'est une forme de réparation, effectivement, d'autant plus que ce sont des masques qui sont dansés par des hommes. Donc, c'est, si vous voulez, cette agency, comme on dit en anglais, donc cette sorte d'instinct un peu naturel du genre masculin qui veut absolument réparer cette faiblesse qu'il a par rapport à la femme. Je crois que d'ailleurs, en parlant de l'Inde, je ne sais pas si Ravi, tu connais ce phénomène, mais j'ai fait un travail sur les hijras il y a quelques années. Donc ces hommes qui vivent en femmes. Et alors là, c'est exactement pour moi, ça a précédé cette découverte de masques, mais c'est un phénomène qu'on trouve au Pakistan, en Inde, au Bangladesh, etc. Moi, je suis allé à Mumbai et à Karnataka
Et puis, j'ai interviewé des Hijras, en fait. Et en fait, je crois que l'une des choses qui m'a le plus marqué, c'est d'où venait, en fait, ce mythe, en tout cas, leur histoire. Plusieurs Hijras me racontent qu'en fait, c'est un saint soufi, donc du 8e siècle, je crois, qui était connu pour faire des miracles. Et un jour, un homme est venu le voir en lui demandant de pouvoir, lui aussi, donner la vie, en fait. Bon. Et il a exaucé son vœu. Il lui a dit, tu peux partir, tu donneras la vie. Et 9 mois plus tard, l'homme va mourir, et le bébé aussi va mourir. Parce qu'il ne lui avait pas demandé un sexe de femme. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'à cet endroit, de légende, hein, je pense, des millions de hijras chaque année se réunissent. Donc avec de différents genres, certains transgenres, d'autres vraiment uniquement hommes habillés en femmes avec le sari. Ça, c'est un masque. Un homme qui va s'habiller avec un sari, qui ne va pas se faire d'opération chirurgicale pour transformer son corps, d'ailleurs, même celui qui se transforme, c'est une forme de masque. Dans ce cas-là, je pense que c'est une réparation. Puisque je l'ai entendu d'ailleurs de la voix d'une amie transsexuelle algérienne il y a plus de 15 ans, qui venait de recevoir son refus ici à Paris par le psychiatre de l'opération, et qui était en larmes en implorant Dieu de réparer cette erreur de la nature, puisqu'à l'intérieur elle était une femme et à l'extérieur elle était un homme. Donc la question du masque, je pense, à la lumière de la réparation, je la vois justement sur des choses extrêmement sociétales en fait. Tu vois, et aussi relative au pouvoir. Puisque, encore une fois, même ton identité sexuelle, c'est le pouvoir qui te la donne. C'est justement ce qu'on voit par rapport aux trans, en tout cas aux hijras, c'est que dans certains contextes de temples, il n'y a aucun problème en Inde. À Karnataka, je suis allé au temple, il y a des hijras partout. Et même dans certaines rues, en Inde, c'est beaucoup plus, dans certains quartiers, accepté. Par contre, il va y avoir des quartiers où c'est moins accepté. Et je l'ai vu aussi. Dans des slums, par exemple. À Paris, c'est pareil. Il y a cette histoire Donc le masque est accepté dans le cadre du rituel, mais en dehors du rituel, le lieu du pouvoir, le lieu du politique, en fait, de la relation mutuelle entre les êtres, il est totalement banni, en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci beaucoup. Ravi. Comme j'avais dit, c'est bilingue ici. Alors, Ravi, Thank you. in English. Thank you. I had two comments. It's like a dialogue. First is the idea of the spectre and the phantom. As we know, in the Western theological and philosophical tradition, the spectre, is seen as a very important part of our condition, the spectrality of our condition. I think what is interesting in the point that you raise is that the phantom limb has a place that one has to have an engagement with, which gels very interestingly with a lot that I have encountered in traditional medicine and shamanic practices, where in traditional medicine practices, a wound is something that has to be exposed. It shouldn't be just suppressed. It has to be exposed and worked with. Pathology, modern pathology actually uses medicine to suppress it. While if you go to a traditional doctor, she or he tries to understand what is the balance with the world. What are the larger questions of the world? And here I think this phantom presence is something that is a constitutive, it's constitutive of our time. And I think one of the questions that I want to ask is, how would you place the role of the contemporary artist vis-a-vis the traditional healer? Because you are admitting and exposing and working with something that traditional Western culture sees as something that has to be cleaned up. Yeah. Cleaned up. So that's the first question. The second question is I think why don't you get... I can answer to that. And then you ask me the second question. Yeah, you answer. So, I have to answer in French. Yeah, no problem. It's for the audience. It's a very... I have to say that I appreciate, because I did a work on traditional healers. J'ai fait un travail qui avait été montré à la Biennale de Lyon il y a quelques années, qui s'appelle Les oxymores de la raison, et qui m'a emmené justement à rencontrer
de l'Allemagne à la France, en passant par l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, le Malawi, le Cameroun, le Mali, la Colombie, des psychanalystes, des psychiatres et des imams, des rabbins, des prêtres et des guérisseurs traditionnels. Donc cette question, elle est vraiment magnifique parce que j'avais jamais pensé à ça comme ça. D'ailleurs, ce travail, je dis souvent, c'est pas une œuvre d'art, c'est une bibliothèque. Vous avez une accumulation de savants, de très diplômés, Souleymane Bachir Diagne, Mo Margouey, qui est le psychiatre qui a inventé, je dirais, la psychiatrie moderne à Dakar avec Henri Collomb. Et puis vous avez des grands savants non diplômés, des savants qui sont les garants, les gardiens des sciences magiques qui appartiennent à leur histoire, à leur culture. Et là, je dois te dire que, alors, il y a deux choses que je veux donner dans cette réponse. La première, c'est que le rapport qu'on doit avoir avec, si vous voulez, les traditional healers, les sciences magiques, les guérisseurs traditionnels, c'est là aussi, en fait, un rapport on doit se soustraire à notre forme d'analyse empirique des choses, en tout cas de la connaissance. Hein. La connaissance, chez un occidental ou un africain qui a été formé dans le contexte occidental, ne fonctionne pas, n'est pas régi par le même ordre des choses que celui des cultures traditionnelles ancestrales, en fait. Je fais un parallèle, d'ailleurs, par rapport à ce qui était montré hier pendant cette magnifique performance sur les Dogons. Pour que les Dogons aient pu observer que Sirius A et Sirius B se réunissaient tous les 60 ans sur le même axe et ainsi fonder leur mythe, le Sigitolo, l'appeler ça Sigitolo et fonder le mythe du Sigi, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est ce que dit Serge Grozinski, il est historien, il le dit mieux que moi. Ce n'est pas un Dogon qui a vu ça et il en a parlé à son fils. C'est une observation qui s'est faite sur peut-être 20 siècles. Et avec une forme d'intuition, en fait. Donc qui ne relève pas de cette pratique intellectuelle moderne, mathématique, en fait, qui aligne une succession de vérités et termine par une conclusion. C'est là où, justement, je dis qu'il y a une part de non-savoir qu'on doit admettre. Parce que lorsque Mo Margouey, justement, me dit, là je le cite, il est psychiatre à Dakar, il a presque 70 ans, il me dit, oui, l'homme blanc, quand il arrive en Afrique, il s'imagine que le noir n'a pas de dépression. Parce que il se l'imagine sous un baobab toute la journée, en jouant du tam-tam, avec un sourire béat. Là, fin de citation. Et il me dit, parce qu'il n'a pas regardé la société qui existait. Le rôle du marabout dans ce village est le rôle du psychanalyste et du psychothérapeute. Le marabout, quand il reçoit quelqu'un qui va, parlons d'une petite dépression, on ne parle pas de schizophrénie encore, il sait d'où vient la personne. Le processus psychothérapeutique s'exerce sur un spectre très large de la population, de la famille, des tantes, des cousins. Il n'a pas besoin d'écouter, enfin, il va écouter le patient, mais il n'a pas besoin de l'écouter. En fait, la psychothérapie, elle va exactement elle va fonctionner de la même manière qu'une psychanalyse. En tout cas, qu'un travail de psychothérapeute occidental. Sauf que cette dimension, si vous voulez, sociétale, échappe complètement aux colons qui arrivent. Donc, ce que j'ai découvert dans ce travail et dans ces interviews, c'est que, alors qu'on a érigé cette invention qu'est la psychanalyse par Freud, et reprise par Mélanie Klein, Jung, Lacan, et très bien par Georges Devereux après, on a totalement négligé à un moment donné, et c'est quand même assez extraordinaire, que des sociétés traditionnelles avaient déjà travaillé sur l'inconscient, en lui donnant d'autres noms, d'autres références. Et pour répondre à la question de Ravi sur le rôle de l'artiste contemporain et de guérisseur, moi, je ne me vois pas du tout dans cette posture. Ce qui est sûr, c'est que pendant très longtemps, il m'est apparu assez frustrant, en fait, dans ce qu'on appelle justement le monde de l'art contemporain, ce rapport amnésique à l'histoire et au passé, en fait, et à la tradition, en fait.
et en fait à l'autre. Et donc, là, je parle pour ma pratique. Hein, évidemment, les autres artistes peuvent ne pas se reconnaître dedans, mais j'en connais quand même beaucoup qui s'y reconnaissent. C'est qu'il y a, à mon avis, l'une des pires formes de notre époque, post-spécialisation, c'est l'amnésie. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de béatitude, de notre certitude, comme si finalement il ne s'était rien passé avant. Il y a un exemple que je cite souvent, c'est celui du professeur Jacques-Philippe Salah de Yaoundé, qui vous dit « Moi, j'ai été formé en France et en Afrique. Et j'exerce à Yaoundé maintenant. Je suis psychothérapeute, j'ai des clients noirs, des clients blancs. » Eh bien, par exemple, chez certains groupes ethniques, il est une conception qu'on appelle le « et vous » ou le « m'vou » chez les BT, qui n'est pas de l'inconscient et qui est de l'inconscient. Par exemple, je m'occupais d'une personne qui était un paysan qui est devenu très riche, en fait, qui est devenu un commerçant. Et je le consultais. Et lui me disait que dans notre village, si vous avez un champ de manioc qui va être très riche, qui va donner une bonne récolte, c'est parce que c'est votre m'vou qui est responsable. Si vous désirez une personne, c'est parce que votre m'vou est derrière. Si votre champ de manioc donne aucune récolte, absolument, c'est aussi parce que votre m'vou veut ça. Et ça existe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'on est face à une conception de quelque chose que je suis incapable de nommer, mais qui n'est pas du tout encadrable à travers les codes que nous a laissés, en tout cas, Freud. Donc voilà un peu je voulais parler de cette œuvre parce que je pense que c'est justement une question intéressante, cette question de guérisseur traditionnel. Quand on est un artiste qui essaie justement d'être je dirais, en fait, finalement, l'artiste est un passeur, en fait. He's just in between. And you have to deal with this sort of in-betweenness, you know, cet espace entre deux. Vous êtes comme ça, en fait, un peu comme enfin, il y a plusieurs métaphores possibles. Merci. On va prendre la deuxième question et puis des questions de audience. Ouais. Okay. The second question is about the mask and the idea of transference. So, you know, the anthropologist Michael Taussig once said that in this secular obsession to unmask and to expose the real, what usually happens in unmasking is you end up with another mask. So this process of unmasking is endless because through performance people put on other masks. So in this context, I wanted to talk about transference. I think one of the most interesting things that I've encountered all over the South and in fact all over the world is this capacity of transference. For example, hijras, transgender people play a very important role in birth and death. In India, when a baby is born, they immediately arrive and they start dancing in front of your house, and that's the moment you acknowledge their presence. When someone dies, again they arrive, and that it's an old religious tradition in both Hinduism and Islam, and there is a way in which people cross over into each other's worlds. There's a kind of technique of crossing over. I don't know how long that will last, but it's a very important part in which it's enmeshed in culture. The other thing is to do with healing. And the healing thing is very interesting. When people go through emotional trauma, most people in the South would go to traditional shrines. They would not go to a psychoanalyst. They would go to a shrine. There are 8 or 9 very famous shrines in India that people go to and engage in practices of healing. So what I want to ask you is, how do you think we can address these intermediate worlds? Because Western society doesn't easily allow crossovers. Of course. It doesn't, because therapy is the only way you address crossover. You know, modern forms of psychoanalysis, the only way you put someone in a room and you follow a kind of process. I want to ask, how can we actually open up this process of crossover in a larger context where we have race, we have the memory of colonialism, we have permanent war.
that is before us. I mean, how do these techniques actually change in such a scenario? I think it's definitely one of the biggest stakes. C'est un des enjeux principaux que nous allons devoir faire face au XXIe siècle. Et je crois que, pour moi, je n'ai pas la réponse, ça serait quand même très présomptueux, mais je citerai Édouard Glissant, encore. Puisque, finalement, dans cette notion, si vous voulez, moi j'ai vraiment grandi entre l'Algérie et la France, cette question de crossover, I know it perfectly. Hein. You know, you land in a part, they tell you, what are you doing here? And then you go to another place, they said, hey, what are you doing here? So you spend your time going back and forth between two places, and finally vous commencez à considérer cet espace intermédiaire comme peut-être un refuge pour développer des choses. Et chez Édouard Glissant, j'ai trouvé ça. Quand Édouard Glissant dit justement cette chose très belle au XXIe siècle, nous naîtrons dans une culture, nous vivrons dans une seconde et nous mourrons dans une troisième. Alors, ça peut être vraiment culturel, racial, géographique, mais même dans votre même pays. L'Inde des années 70-80 n'est pas celle d'aujourd'hui, et ça ne sera pas celle lorsque nous mourrons. Et en France aussi. Alors, moi, je crois que cette notion de ternaire, en fait, elle est peut-être un peu intéressante parce que si on comprend, si on arrive tous ensemble, c'est pour ça que je dis que je n'ai pas la réponse, si on arrive tous ensemble à réfléchir sur cet espace intermédiaire. Vous savez, je crois que... Mais Kader, je crois que vous avez... tu as une réponse dans ce film-là, oui. À Beaubourg, parce que c'est le miroir. On voit que quand les gens dans ce film-là, qui souffrent de blessures, ils prennent je sais pas, un traitement, je sais pas, de miroir, ils se changent d'idée de temporalité de la vie même. Et ça, c'est une espèce de crossover, non? Avec le miroir, oui. Ça s'achève à travers le miroir, non? Le miroir, tu dirais? Alors oui, parce qu'en fait, je te remercie de rappeler cela, parce que je crois que, en tout cas, ce qui me fascine ici avec le miroir, et à mon avis, même Pistoletto, lorsqu'on en parlait ici, est dans cette dimension, je crois que c'est quand même un objet assez intéressant in terms of crossover, parce qu'il met face à face le réel et le virtuel. Or, entre deux choses, il n'y a jamais rien. Il y a toujours quelque chose qui sépare et relie ces deux choses. C'est ce que dit Deleuze et Guattari avec le pli, en fait. Ce fold, il est cet élément fondamental qui a toujours existé et qu'on doit considérer comme, à mon sens, la chose peut-être la plus importante. C'est pour ça que quand je parle de la réparation aujourd'hui, je suis très intéressé aussi par, effectivement, en polarisant la blessure et la réparation, il y a quelque chose entre les deux. Qu'est-ce que c'est? Donc, moi, je pense, en fait, que c'est une question extrêmement complexe, qui est d'une contemporanéité assez importante, parce que nous allons faire face à des, je dirais, situations où, alors, face à ce manichéisme du bien ou du mal, on va devoir justement trouver et flatter et travailler sur cet espace intermédiaire, hein, s'il existe, hein, peut-être qu'il n'existe pas. Et donc, voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça. Là, j'avoue que je suis assez perdu, en fait. Ça fait partie de préoccupations que je trouve même angoissantes, en fait. Merci. Bon, on va prendre des questions maintenant. S'il y a quelqu'un. Je donne la parole à Renzo Martins. Okay. Oui, merci beaucoup. Je me réfère plutôt à la première discussion qu'il y a eu plus tôt sur... qui était, Manon, Kader a parlé sur Phantom Limbs, espace intermédiaire et les masques et autre chose. Mais plutôt, le discours était plutôt sur, disons, la décolonisation des paroles, des actes artistiques. Et je voudrais mettre une petite parenthèse là-dedans, si je peux me le permettre. Je voudrais brièvement parler de la plantation. La plantation, il y en a plein au monde entier. En l'occurrence, il y en a beaucoup au Congo. Une plantation est une zone d'extraction violente, un lieu où une compagnie ou une société ou un gouvernement crée par la violence une monoculture pour y produire l'huile de palme ou le sucre à canne ou peu importe autre chose comme ça. Ce sont donc des lieux où il n'y a aucun espace mental, intellectuel
ou artistique pour la contestation, l'amour, etc. Tout ça, on essaie de le contrôler rien que pour en tirer au plus possible des profits. Maintenant, pourquoi je parle des dites plantations? Parce que, en fait, on pourrait dire que la plantation forme un lieu très important dans la colonie. Et ces plantations ont historiquement financé plein de choses à Paris et ailleurs, y compris les centres de recherche, les universités, les musées d'art contemporain. Je peux citer quelques exemples. Tate Modern à Londres, bien sûr, a été fondé par la famille Tate, et jusqu'aux années tout récentes, des énormes interventions par Carsten Höller, Tino Segal, Bruce Nauman ont été financées par Unilever, qui détient jusqu'à présent des énormes plantations au Congo où des gens gagnent $20 par mois et où il y a donc, en l'occurrence, des enfants meurent de faim, et il n'y a donc aucun espace pour contester cela. La police te frappe tout de suite. Maintenant, ça, c'est un peu la situation générale. Maintenant, je me demande, est-ce que cette décolonisation de la parole, de l'acte artistique, etc., est-ce qu'elle peut aussi prendre place dans les plantations? Pourquoi les plantations nous ont financés, nous financent jusqu'à maintenant? Je veux dire, on en a parlé brièvement auparavant, même ce colloque, qui est génial, bien sûr, est partiellement financé par les fonds Leverhulme Trust en Angleterre et donc par le travail de plantation. Historiquement, mais ça continue jusqu'à maintenant. Donc, la question n'est pas est-ce qu'on doit avoir ce colloque, oui ou non. Bien sûr, on doit l'avoir. Mais est-ce que ce colloque peut aller plus loin dans le sens qu'elle peut s'occuper aussi des conditions structurelles qui nous permettent, d'une manière ou d'autre, de parler de cette problématique de la colonie et la décolonisation? Et est-ce que disons, les bien fondés de toutes ces discussions, est-ce qu'on peut les transmettre ou les rendre plus loin, qu'ils peuvent aussi décoloniser donc la plantation? J'aimerais bien que ce serait génial, forger des nouvelles relations pour que les bénéfices de ce type de discussion aient aussi lieu à la plantation et pour que des travailleurs de la plantation peuvent aussi y assister. Je pense que vraiment, pour mieux comprendre le monde qu'on vit, on a vraiment besoin de leurs opinions. Donc, en l'occurrence, plein de gens à Leverville, la toute première plantation fondée par Lord Leverhulme, c'est bien sa fondation qui cofinance ce colloque. À Leverville, Congo, plein de gens, y compris moi, sont en train de monter un centre de recherche sur l'art et l'inégalité économique. Et je me demande, Kader, mais aussi tout le monde, est-ce que, à vous, est-ce que c'est nécessaire d'avoir de tels types d'institutions comme vous êtes en train de la fonder ailleurs, et en l'occurrence sur une plantation? Est-ce que ça a du sens que ça soit là ou ailleurs? Et est-ce qu'on pourrait peut-être devenir alors des institutions sœurs, encore une fois, pour que la connaissance et les retombées de cette connaissance soient pas que dans les zones riches, disons, Paris y en est une, mais aussi dans les zones où on a extrait les capitaux pour finalement construire tout ça. Je peux juste te dire un mot avant. Il y a une question qui t'est directement adressée. Après, je dois dire publiquement ici que le fait d'être partiellement fondé, enfin d'avoir reçu, financé par le Leverhulme Trust, qui, comme tu l'as dit, Renzo, est une émanation d'une compagnie d'exploitation coloniale qui a quand même été complètement détachée de cette exploitation coloniale depuis un bon siècle. Enfin, Unilever existe toujours, mais le Leverhulme Trust n'est plus lié autant à Unilever. Bon, enfin, en tout cas, c'est de ma responsabilité, ce n'est pas de celle de Kader et ce n'est pas celle de la colonie. Je pourrais dire aussi, c'est Ravi Sundaram, qui est à côté de moi, fait partie de ce réseau financé par le Leverhulme Trust et qui pourrait lui aussi répondre à cette objection. C'est une véritable objection. Enfin, ce n'est pas une véritable objection en ce sens qu'effectivement, il y a moi-même en étant fonctionnaire de l'éducation nationale en France, finalement, je bénéficie par mon salaire des fonds d'un État qui s'est enrichi sur l'exploitation coloniale. Donc, je crois que tu as raison. La question, c'est de savoir si on peut, et là, c'est plutôt la question qui est adressée à Kader, donc je ne vais pas donner la parole à Kader, mais je voulais faire cette précision. Il se trouve que
j'ai bénéficié 2 fois d'un fonds. Donc je dis juste ce qu'est le fonds Leverhulme Trust pour que c'est un des opérateurs de financement de la recherche au Royaume-Uni les plus importants. Je crois que c'est le 2e opérateur le plus important au Royaume-Uni. Donc des centaines, voire des milliers de projets aussi critiques que le nôtre ont été financés par le Leverhulme Trust, ce qui ne nous disculpe pas d'avoir une réflexion là-dessus. Voilà. Et je crois qu'il faut quand même que Kader réponde aussi. Tu veux répondre à vite? Bon, Je ne veux pas, je ne connais pas le mot en français, mais culpabiliser vous ou nous tous, moi aussi, mes vêtements sans doute ont été fabriqués par quelqu'un qui gagne $20 par mois aussi. On est tous dedans. J'aimerais juste qu'on peut faire cela partie de notre discussion et que, encore une fois, les retombées intellectuelles, artistiques, etc., qu'on peut incorporer les gens qui travaillent pour nous, finalement. Moi, je vois aucun inconvénient et je trouve ça formidable, si tu veux, Renzo, que tu sois ici avec nous pour parler de ça. Parce que la colonie, d'ailleurs, tel que je l'ai pensé, le logo rayé, c'est la colonie, on ne m'inclut pas dedans. Donc tout le monde est invité. Il y a un centre juif d'éducateurs communautaires. Je vais aller les voir. Moi, je vais leur demander de faire des choses ici. La colonie doit être un lieu de parole. Donc c'est fantastique que tu sois là et que tu en parles. Maintenant, après, je laisserai. D'ailleurs, Ravi, you want to answer right now? Il va te répondre et je répondrai à ta question après. I appreciate the point you've made because it's important to say these things. At the same time, I'll give you my experience. I can only give you my experience. I've been to Paris many times in conferences there in the center. I have never been to a space like this in my entire life, and I've been coming to Paris regularly. This is completely, what is remarkable about this place, also the fact that you're speaking, is its porosity. And this porosity is remarkable for speech and for public expression. That's something we must actually celebrate. So I actually celebrate this place. So I really think that's a crucial... Porosity is the first principle of politics at a time when it is highly controlled. That's the first principle. Secondly, about addressing who owns and who controls. That's very important. I'll give you an example from my life. We got a grant from the Ford Foundation once, a small grant. I work in a state-supported institution. The government pays my salary. But we got a small grant from the Ford Foundation. As all of us know, the Ford Foundation collaborated with the CIA in the 1950s. We all know this. This is part of history. Someone wanted to come and make a statement that since we were taking a small grant from the CIA, was it CIA or Ford? So I said, go ahead. But Ford Foundation today is not the same as the Ford Foundation then. So it's very important, I think, to choose your battles and address the battles and not confuse battles, because that can actually muddy the principle of, I genuinely believe, it can muddy the principle of politics. Capital, as Marx said, was born in this world dripping from head to foot in blood and dirt. We know this. But at the same time, we have to actually address the correct battles. So that's why I really appreciate this space. This space is, for me, the most remarkable thing that's happened in Paris in terms of intellectual thought. And we need 100 spaces like this. Outside the peripheric, into the, I always saw Paris as a very segregated city of all the cities I've been to. And this space actually opens this zone of conversation. And that, for me, is the first principle of the political. How does the political speech open up into different directions? Voilà, et donc, moi, si tu veux, je répondrai surtout par rapport à cette idée d'infrastructure virtuelle, en fait, qu'on est en train de créer et qui a pris pour la première fois l'un des points, je dirais, de rencontre, un meeting point, a pris une forme concrète ici à la colonie. Comme tu le sais, j'ai vécu à Brazzaville, j'ai vécu en Amérique latine, je voyage et travaille en Afrique. Là, j'organise pour le 8 et le 9 janvier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour les étudiants tout un colloque où je fais venir des gens de partout sur la question de l'eau, par exemple, tu vois. Et collaborer avec d'autres institutions, avec d'autres projets, ça fait, pour moi, ça tombe sous le sens, dans le sens où vraiment, tu sais, nous en Algérie, il y a un proverbe qui dit « une main toute seule, elle ne fait pas de bruit ». Il faut deux mains pour faire du bruit.
tu peux rien faire tout seul. Ce même projet, il a été possible grâce à toute l'équipe qui est ici, et tout seul, j'aurais jamais pu faire ça. Maintenant, il faut que je sois quand même inscrit dans une certaine, je dirais, et d'ailleurs nous tous, dans une certaine éthique en fait. Collaborer sur des questions, la question que tu évoquais, que je connais peu. Je sais que tu as fait quelque chose à un moment donné sur le chocolat au Congo avec des paysans qui faisaient pousser du chocolat. Tu as produit des objets à partir de ça, qui étaient vendus d'ailleurs à Berlin, comme œuvre d'art, je crois, comme sculpture, œuvre d'art en chocolat. J'en ai une aussi, je crois que tu m'avais gentiment offert. Donc si tu veux, ça aussi, ça peut être critiqué. Il y a eu beaucoup de critiques là-dessus, mais je ne suis pas là pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre exactement ce qu'il vient de dire. C'est qu'on est en train de faire face, là, quand même, à une fragmentation de la société, et notamment, en France, en tout cas, de la gauche. Ça a démarré il y a très longtemps, c'est pas récent, mais notamment de la société qui veut essayer justement de réfléchir. Et si on ne travaille pas ensemble, on n'y arrivera pas. Et à mon avis, j'en parlais avec Bernd, je ne sais pas s'il est là, mais c'est une conversation extraordinaire que j'ai eue hier avec Bernd Scherer, directeur des Haus der Kultur in der Welt, sur à quel point, justement, nous n'avons pas pris au sérieux, ou en tout cas négligé, l'émotion, en fait. Parce qu'on a beaucoup parlé de théorie, justement, dans Theory Now, et en fait, moi je crois qu'il y a eu, de la part du populisme, bon, vous voyez de qui je veux parler, il y en a tellement aujourd'hui, il n'y a pas besoin de les citer, on leur ferait trop d'honneur, une appropriation de ce champ, du récit, de narrative, du grand récit dont tous les peuples, sur lesquels tous les peuples se sont fondés, et qui justement véhicule de l'émotion. Et je pense que si nous devons collaborer, ou en tout cas travailler ensemble, nous devons juste uniquement nous réapproprier ces espaces qui ont été à un moment donné les nôtres et qui aujourd'hui ne nous appartiennent plus. Elle est là l'urgence. Elle n'est pas de savoir si, quand tu t'allumes une clope, le fabricant de cigarettes, il est en train de... Parce que, à mon avis, ça a été la grande erreur qui s'est passée ces dernières décennies. Donc moi, je suis ravi que tu sois là, Renzo. Et pour moi, le simple fait qu'on puisse en parler tous ensemble, c'est vraiment de construire ensemble et pas seulement des ponts, mais je dirais de défragmenter cette société en réparant justement ces dissonances. Et il faut qu'on soit très clair là-dessus. Tu sais, je vais terminer par une chose qui m'a toujours fait sourire. Quand j'étais enfant, je regardais le combat dans un dessin animé de Merlin l'Enchanteur contre la sorcière. Et alors Merlin se transforme en je ne sais plus quel animal, et la sorcière se transforme en tigre, je crois. Puis il se transforme en un animal plus grand, en éléphant, et elle se transforme en dragon, quoi. Il y a une surenchère comme ça. Et puis tout d'un coup, elle crache du feu et plus rien. Et là, je me dis, merde, Merlin est mort. Et tout d'un coup, le dragon commence à avoir ses yeux qui gonflent, il commence et puis il tousse tellement qu'elle explose. Merlin s'était transformé en microbe. Résister, c'est ça, c'est rester invisible et rentrer dans le système. Et je crois que les algorithmes nous expliquent ça très bien aujourd'hui. Donc on devrait aussi à un moment donné prendre en considération justement comment entrer dans le système et le détruire de l'intérieur. Merci. Bon, alors, Marco, tu veux parler? Oui, juste c'est en fait un écho à ce que vient d'être dit, mais je crois qu'il y a un constat qu'on doit faire, c'est que oui, on est dans la compromission, enfin, on est compromis. Enfin, on n'est pas dans la compromission, on est compromis. Voilà. Maintenant, la question est, quand on utilise des fonds qui viennent qui est toute la question en plus de la réparation que portent, par exemple, comme Louis-Georges Tin, des gens comme ça, qui vont vers la réparation de l'esclavage, par exemple, c'est-à-dire ces capitaux-là, ces richesses-là, elles ont été... Peut-être que les esclavagistes sont partis, mais cette richesse-là reste, et là, en histoire, donc qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire? Mais je crois que, voilà, nous sommes compromis parce que, justement, notre vie est bâtie là-dessus. Et là, on a combien? Maintenant, la question est, on s'en sert pour quoi faire? C'est ça aussi, c'est que le projet politique doit être, est-ce qu'on s'en sert pour reproduire encore une fois ce geste colonial, ou est-ce qu'on s'en sert pour faire autre chose? Et faire autre chose, c'est pour moi, en fait, et je pense que c'est j'ai pris le parti de le faire dans une visée, mais purement égoïste, et que j'assume à 100%. C'est-à-dire, je le fais non pas parce que d'autres pourraient être sauvés par mon action, mais parce que j'en veux pas d'un monde fait comme ça. Parce que je ne veux pas, surtout pas, que d'autres puissent penser qu'ils me sont redevables. Donc, je ne le fais pour personne. Je le fais que pour moi,
et j'assume ce côté hyper égoïste, je ne veux pas continuer à reproduire un monde dans lequel je n'ai pas envie d'être. Et donc, j'utilise cet argent-là, sale, certes, mais pour essayer justement de faire quelque chose d'autre. Et je suis compromis jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle, j'en conviens. C'est juste une question de perspective politique. Pour aller vers où, en fait, après? I agree with all of you. I agree with all of you. I think it would be great if the separation between those who need to... en français. Je suis d'accord avec vous tous. J'aimerais juste que la séparation qu'il y a toujours actuellement entre ceux qui travaillent les plantations, les mines, etc., et qui doivent se taire, et où il n'y a aucun espace pour avoir de telles discussions, cette séparation entre eux et ceux qui ont le droit, le background, les financements, etc., pour en parler justement. J'aimerais bien faire une rupture dans cette séparation. Et je pense que Kader le fait, sans doute vous tous le faites, mais encore plus peut-être. J'aimerais bien. Juste une remarque, je me permets, excuse-moi, mais il s'agit moins, à mon avis, de porter l'action... je pense qu'un objectif, vraiment, c'est qu'elles disparaissent, ces plantations. Absolument. C'est clair. Il n'y a pas, pour moi, de mission artistique à porter dans la plantation. C'est juste qu'il faut qu'elles disparaissent et ça doit être quand même step number one. Absolument. Donc, ce type de discussion, ce serait très intéressant si des travailleurs dans les plantations pouvaient y assister. Justement, ils vont nous dire justement ce que vous dites. J'estime, je pense. Oui, et ça serait intéressant qu'il y ait des réfugiés aussi et qu'il y ait du monde. Exact. Mais après, il y a... Comment vous expliquer les plantations auxquelles vous vous référez, elles sont au Congo, c'est ça? Brazza ou Kinshasa? Ce sont les plantations fondées par Lavrio. Voilà. Mais moi, je crois que ce qui est très important, en fait, notamment par rapport au Congo, je pense que vous aviez beaucoup parlé de plantations de chocolat. Ça pourrait être les plantations de caoutchouc aussi, puisque la colonisation du Congo s'est surtout faite sur l'exploitation du caoutchouc. Les mains coupées, c'est le caoutchouc. Et je crois qu'à un moment donné, il faut aussi être capable de... C'est pour ça que Renzo, l'idée de créer cette infrastructure virtuelle qui n'est pas forcément physique et réelle, c'est quelque chose qui, pour moi, est déjà un début de travail sérieux qui peut avoir un impact. Parce que si on commence à imaginer de manière idéaliste d'avoir une sorte de rayonnement comme ça, général, sur toute la population, on est à la limite de Trump, là. Donc il faut vraiment bien réfléchir à cette idée de résistance dans le système et d'infrastructure à créer. Mais bon, je pense que Lionel, je ne sais pas combien de temps on a maintenant, parce que je ne voudrais pas trop... Non, mais c'est une discussion très importante et qui devait avoir lieu, donc c'est très bien de l'avoir. Yeah. Du coup, on a presque plus de temps, mais j'aimerais quand même qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait la possibilité de poser une dernière question. Voilà. Personne ne veut cette possibilité-là? Si. Oui. Dans les plantations elles-mêmes, il y a déjà eu des résistances. Moi, je fais référence aussi à la traite négrière, où quand même les esclaves ont créé aussi des cultures par rapport à ça, à la résistance. Et que on n'est pas... je peux dire, ces personnes-là ont cette... capacité aussi de résister, et puis on n'est pas les seuls à aller faire ces personnes et leur dire que oui, on va se battre pour vous. Voilà, c'est juste pour ça. C'est juste que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu un tel financement, c'est tout. Mais historiquement, il y a toujours eu de la résistance dans les plantations et ils n'ont pas eu de financement. L'histoire nous le dit. Bien sûr, bien sûr. Bon, alors, on a pu faire tous. Comme on tu a as fait. demandé la parole, donc si vraiment c'est très très court et que ça... Oh, D'accord. c'est qui? Oh, oui, bon, alors. Non, simplement, en fait, je voulais juste rebondir sur ce que disait Kader tout à l'heure, quand il parlait de l'oblitération de la blessure, de l'effacement de la blessure en régime moderne. Et je me demandais si son travail autour de la réparation et de la blessure, il l'a considéré comme une pratique ornementale ou pas.
Par exemple, j'étais très frappée quand à la documentaire en fait autour des masques et des gueules cassées, parce que ce rapprochement en fait que tu faisais sur le film, ce très beau film, quelque chose qui est de l'ordre d'une pratique presque surréaliste en fait, la beauté convulsive en fait des monstres. Et du coup, je me demandais si ton rapport à la réparation, tu le penses comme étant quelque chose d'ornemental ou qui a un rapport à l'ornement ou pas. Alors, ce film, en fait, qui est construit sur des échos comme ça, c'est assez drôle parce que j'ai plusieurs années après, j'avais vu des documents, la revue de bataille, et certaines analogies, en fait, processus d'analogie, que je n'avais pas vu avant de faire le film, me rappelait justement cette écriture. La question de l'ornementation, elle est vraiment intéressante. En tout cas, je suis ravi que tu l'évoques, Kantouta, parce qu'elle rejoint l'art, en fait. Et en tout cas, notre conception de la pratique artistique aujourd'hui au XXIe siècle. La question de l'ornementation, très souvent, après les minimalistes, après les conceptuels, et quand tu arrives, on te dit c'est formel. Moi, je ne l'ai pas entendu personnellement, je l'ai entendu d'autres œuvres, d'autres artistes que je défendais, en disant, et pourquoi pas ? La question de la forme, la question de l'ornementation dans le propos, qu'il soit plastique ou cinématographique, même littéraire, il est pour moi, dans la littérature arabe, par exemple, il y a deux types de littérature. Il y a une littérature, je pense à des auteurs égyptiens, où vraiment l'emphase et l'ornementation est rédigée, et les choses contemporaines sont beaucoup plus synthétiques, en fait. La question de l'ornementation, pour moi, je l'accepte, je la défends, parce que le concept même de la réparation, avant même de l'avoir intitulé de cette manière, j'utilisais la terminologie réappropriation. Or, très vite, j'ai compris qu'il n'y avait pas de réappropriation, il y a surtout une réparation. Surtout quand on voit, par exemple, ce premier pagne Kuba du Congo, justement, qui est réparé avec magnifique pagne Kuba en raffia brodé, et qui a 9 petites pastilles de tissu de toile de Vichy qui viennent couvrir, comme ça, de manière totalement inattendue, cet objet dont j'ai cru pendant très longtemps que c'était que de la décoration. Jusqu'au jour, 4 ans après l'avoir eu entre les mains, en le retournant, j'ai découvert que derrière chaque pastille, il y avait un trou de souris ou de mite ou d'insecte. C'était une réparation. Ce sont des réparations qui mettent ensemble esthétique et éthique. Donc pour moi, la question de l'ornementation, elle relève vraiment de l'importance de l'esthétique dans ce discours, en fait, que j'essaie de donner, et parce que cette esthétique aide aussi à la compréhension de la complexité de la réparation. Je n'ai pas commencé à travailler, par exemple, sur la question de réparation du droit, depuis la Révolution française, par exemple. J'ai d'abord travaillé sur des choses très physiques, en fait, très formelles, en fait. Et donc voilà, donc effectivement, cette question de l'ornementation, elle a été majeure dans le travail. Et aujourd'hui, dans le film Réfléchir à la mémoire, comme tu le disais avec les miroirs, elle est à la fois plus là et elle est là, en fait. Parce que vous avez vu le film, je pense. Bon, alors, merci beaucoup à tous. On a pu faire tous cet après-midi. On pourrait renommer ce panel peut-être Monstre, Miroir, Masque et de la finance. Mais maintenant, on va faire une pause d'une heure. Oui, alors, ce qui est absolument incompressible dans le programme, ce sont les pauses. Donc, ce sera quand même une pause d'une heure, même si on a un quart d'heure de retard. Donc, on reprendra vers 5h15. Oui, mais maintenant, il faut remercier tous les speakers. Merci beaucoup. Merci à vous.